Pour les amoureux des grands espaces, la Norvège est une authentique terre promise. Dame Nature y a livré ses plus majestueux chefs-d'œuvre, et elle s'y donne en spectacle pour le plus grand plaisir des Norvégiens qui vivent en harmonie avec elle, avec respect et douceur, soucieux d'en conserver la pureté. Avec environ 5 millions d'habitants pour une densité de 13 habitants au kilomètre carré, il y a de la place pour tout le monde et les paysages sublimes sont intacts. Littoral rocheux, larges fjords aux eaux sombres, chutes d'eau vertigineuses, falaises abruptes parfois noyées dans les brumes. Un proverbe norvégien qualifie très bien le petit circuit que nous allons faire ensemble dans le sud de ce pays. Derrière les nuages, le ciel est toujours bleu. Oui, le temps est capricieux en Norvège et vaut mieux être bien équipé. Nous allons commencer ce voyage dans la région centrale de Voss, à mi-chemin entre Oslo et Bergen, le Verslandet, probablement la région la plus touristique de Norvège, sous une pluie persistante et une certaine fraîcheur. Voss est une ville bétonisée qui ne présente que peu d'intérêt si ce ne sont les sports d'hiver en hiver et les activités de plein air en été avec, entre autres, des spots spectaculaires de rafting de renommée internationale. La majeure partie de ce circuit devait se faire par le train, mais une violente tempête a causé d'importants dégâts aux voies le mois précédent. C'est dommage car beaucoup des trajets ferroviaires sont spectaculaires, surtout dans cette région de l'Ouest appelée le Hardanger. Par exemple, le Flamsbana est une liaison ferroviaire régulière à vocation touristique qui traverse un paysage uniquement visible depuis ce train. La dénivellation est de 850 mètres sur 20 km et le train roule très lentement pour permettre aux voyageurs d'admirer le décor, même par temps pluvieux. En chemin, le train s'arrête quelques minutes à la célèbre cascade de Kvåsfossen qui, du haut de ses 93 mètres, arrose les touristes de ses embruns comme si la pluie ne suffisait pas. Des Heidi norvégiennes, en costume traditionnel, esquissent par tous les temps des ébauches de danse avant que le train ne reprenne son chemin sous la pluie pour atteindre Flem. Flem est un minuscule village blotti tout au fond de l'Aurlandsfjord, un bras du plus connu Sognsfjord. C'est aussi une escale traditionnelle pour les bateaux de croisière qui, tel un building, bouche souvent toute la vue, comme le Heida qui est amarré aujourd'hui.
Flem est surtout une base de départ pour de superbes randonnées dans la nature sauvage des environs. L'une des balades exceptionnelles est l'accès au point de vue de Stegastein, un bel exemple de projet architectural qui domine d'une manière spectaculaire le Sognefjord lorsque le temps est dégagé, chance ponctuelle que nous partagerons ce matin. Un spectacle grandiose et majestueux. Après cette impressionnante vue d'en haut, c'est en ferry que nous quittons Flem pour naviguer tout au long du Sognefjord en laissant le paquebot Aïda ancré face aux montagnes, tel un immeuble au milieu des eaux. En toute modestie, le Sognefjord est le fjord le plus profond de la Norvège, 1308 mètres, et c'est le deuxième plus long fjord du monde, coupant la Norvège d'est en ouest sur 204 km, soit plus de la moitié de la largeur du pays. Il est alimenté en eau par le glacier de Joteldalbrin, qui est encore aujourd'hui, et malgré le dérèglement climatique, le plus grand glacier d'Europe. Le Sognefjord côtoie des sommets dont le plus haut culmine à 2405 mètres. Alors, calculez la dénivellation entre cime et fond marin, elle frôle les 4000 mètres. Bonjour le vestige glaciaire. De ces rives souvent abruptes et peu peuplées, c'est un dépaysement garanti avec, selon la lumière du jour, des aspects d'une sauvagerie grandiose et mystérieuse, voire inquiétante lorsque le plafond nuageux est bas, ou, au contraire, colorée et festive, sous les rayons du soleil. Le ferry nous déposera ce soir dans le charmant petit village de Balestrand, un lieu absolument adorable et reposant, encadré par d'impressionnantes montagnes. Balestrand faisait partie de ces endroits romantiques à la mode au début du XXe siècle, quand le voyageur, bien souvent allemand, cherchait avant tout à communier avec la nature. C'était l'une de ces destinations branchées que l'aristocratie recherchait comme lieu de villégiature. C'est là que nous passerons la nuit. Le lendemain, au petit matin, un autre ferry va nous conduire jusqu'à Bergen, un trajet de 4 heures au cours desquels nous allons quitter les rives verticales du Sognefjord pour les rivages plus escarpés, moins hostiles, tout en restant un plaisir pour les yeux, d'autant que le soleil a tendance à être de plus en plus généreux aujourd'hui. Le ferry se faufile entre des îles et des îlots déserts et verdoyants, parfois au travers de passes très étroites et difficiles, l'obligeant à ralentir et à avancer au pas pour éviter les écueils bien signalés.
Et plus nous approchons de Bergen, plus les habitations se font nombreuses et contemporaines tout au long des rivages, jusqu'à notre accostage dans le port de Bergen. Deuxième ville et deuxième port de Norvège, Bergen, qui compte moins de 300 000 habitants, est une cité des plus agréables. Le mont Fløyen, que nous quittons en funiculaire, domine la ville de ses 320 mètres. Il offre un vaste panorama sur le port et tous les environs. C'est un lieu prisé des Bergensers, les habitants de Bergen, pour y faire de nombreuses randonnées pédestres par d'agréables chemins forestiers qui redescendent vers le centre-ville. Prise entre sept montagnes, Bergen se lève autour d'un petit port bien protégé autour duquel de vénérables quartiers ont été superbement protégés ou restaurés, car la ville a été ravagée à plusieurs reprises par de grands incendies. Le charme de la ville est bucolique, partagé entre vieilles demeures et coquettes maisons arborées et fleuries dispersées autour de l'ancien marché aux poissons. Outre ses activités portuaires, Bergen tient son énergie de sa jeunesse. La vie y est animée jusque tard dans la nuit et, en tant que ville universitaire, ce sont les étudiants qui donnent le ton. Bergen est réputée comme étant une ville particulièrement arrosée par la pluie. Les habitants s'amusent à dire que c'est le seul élément liquide entièrement gratuit. Ici, on peut changer de saison en quelques minutes et par un microclimat particulièrement capricieux. Mais nous y aurons eu beaucoup de chance car le soleil est resté avec nous tout au long de cette étape.
Briggen signifie quai, et c'est là dans ce quartier historique que nous sommes invités pour un voyage dans le temps, au Moyen-Âge, quand Bergen était la plus grande ville de Scandinavie et était l'un des comptoirs de la puissante Ligue hanséatique créée par les marchands allemands au XIIIe siècle et liée principalement au commerce de la morue. Tout ce quartier historique a brûlé à de nombreuses reprises, notamment en 1476, en 1702, mais aussi plus récemment en 1955. Imaginez tout ce quai bordé de hautes maisons en bois, serrées les unes contre les autres, ne laissant que d'étroits passages entre elles. Ces superbes bâtisses à pignons colorés servaient d'entrepôts et de logements aux riches marchands de la Hanse. Après l'incendie de 1955, la soixantaine de maisons subsistantes fut restaurée dans un style proche du plan médiéval original et, pour la plupart, ne sont pas d'époque. Il s'agit de reconstitution. Il faut passer derrière ces façades, accéder aux cours communes appelées gardes et monter sur les coursives en bois, à même les planchers, par des escaliers de guingois. Le quartier de Briggen est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, ce qui n'a pas empêché les boutiques de souvenirs d'investir les pas de porte. Non loin du centre-ville, le Gammelbergen propose une fidèle reconstitution de Bergen au XVIIIe et XIXe siècle à travers une cinquantaine d'anciennes maisons en bois et de vieilles boutiques d'époque réparties dans un agréable parc. Dans les rues pavées de ce pittoresque musée en plein air, on se sent confronté à l'histoire avec une touche de nostalgie. Il est possible de regarder par les fenêtres, de visiter certaines maisons, d'y rencontrer seigneurs et serviteurs d'autrefois et, avec un peu de chance, d'assister à des séquences scénarisées comme ce matin. Hello everybody! My name is Anna and today Kurt Kleimelon is coming. The Streel, the farmer boy is coming to town. So come this way and I'll tell you more about him. Come sir, come about him. And now I see that he's coming towards me. I mean, this house. Hello, Carl. Hello, Anna. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Oh, I'm fine. Fine. How about we start with the eggs then? Oh, the eggs. Oh, really good eggs. Only a few days old. Oh yes. But really good. Oh yes, could I have a look at that? Oh yes, decent, but you can keep that yourself. Oh. Yes. Anna! Anna! Yes! Take in the eggs, please. Yes, Oh madam. yes, thank you. And next, how is the fish? Oh, the fish is really good. Fatty and fine. And I smoked it myself. C'est un véritable paquebot de croisière, le Havila Capella, qui, à 20h30, appareille du port de Bergen pour remonter les côtes norvégiennes vers le nord. Comme le célèbre express côtier, le navire mettra 6 jours pour atteindre son terminus, Hammerfest, près du Cap Nord. Mais pour notre part, nous n'aurons que 26 heures de croisière puisque nous débarquerons à Molde dès demain soir. Juste le temps quand même d'apprécier les charmes d'une vraie croisière. Le soleil se couche déjà dans la baie de Bergen et offre de belles images mordorées depuis les ponts du navire.
Le lendemain matin, c'est une mer d'huile qui s'aperçoit depuis le hublot de la cabine. Après la lune, ce sont les premiers rayons du soleil qui se reflètent dans les flots. Il est tôt et la journée s'annonce belle. Le soleil s'est levé derrière les nuages lorsque le navire pénètre dans le Gerangerfjord, l'un des plus étroits et des plus impressionnants fjords de Norvège. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Gerangerfjord serpente à l'intérieur des terres jusqu'à 110 km depuis l'océan. Il est dominé par de vertigineuses parois rocheuses qui plongent dans l'eau sombre et d'où se précipitent de magnifiques cascades aux noms parfois étranges comme les Sept Sœurs ou le voile de la mariée. À vous de les reconnaître ou de les imaginer tout au long de cet aller-retour que va faire le paquebot jusqu'au fond de ce fjord. Il n'y a qu'une seule chose à faire à bord, admirer les paysages jusqu'à la nuit tombée, à vous d'en apprécier les charmes.
Le débarquement s'est fait dans la nuit, peu avant 23 heures. Nous sommes à Molde, et cette région transitoire entre le sud et le nord de la Norvège s'appelle le Møre og Romsdal. Si Molde n'est pas une ville attirante, il en va autrement des paysages et de l'archipel qui l'entoure. Il flotterait presque sur celui-ci comme un petit air des îles Lofoten, ce petit monde à part, aux confins de l'Europe, tout au nord de la Norvège. En fait, il ne reste pas grand-chose des rues étroites qui faisaient le charme de Molde autrefois. Les bombes allemandes y ont mis fin, et il faut aller flâner dans le beau parc de Romsdalsmuseet pour retrouver quelques vieilles maisons qui y ont été sauvegardées. D'anciennes bâtisses traditionnelles de la région, toutes de bois noir avec des toits végétalisés pour en assurer une meilleure isolation, sont rassemblées aussi dans ce parc, un monde rural que nous retrouverons encore plus tard dans les musées en plein air à Lillehammer ou à Oslo, bien loin du monde contemporain. Au départ de Molde, c'est un autocar qui nous emmène vers Andalsnes, la prochaine étape de notre voyage. L'occasion de tester un peu le réseau secondaire routier de la région sous le soleil. La route est sinueuse, très boisée, longe des fjords et des lacs au plus près et traverse des ponts, des tunnels ou emprunte un bac. Pas beaucoup de circulation, les images sont plutôt bucoliques. Andalsnes est aussi une petite bourgade qui a beaucoup souffert des bombardements allemands de la dernière guerre. Elle occupe un site charmant, lové au fond d'un fjord et entouré de hautes montagnes aux neiges éternelles. Elle accueille plus d'1 million de visiteurs chaque été. Pourquoi? Parce que c'est un important carrefour touristique et surtout un lieu privilégié de trekking en haute montagne et de sports extrêmes, à l'instar du parapente ou de l'escalade. Par exemple, le Trollveggen est la paroi verticale à escalader la plus haute d'Europe avec ses 1100 mètres. Pour notre part, nous nous contenterons du téléphérique pour accéder au belvédère de Rampestreken, le point de départ de toutes les randonnées en haute montagne. De là-haut, la vue est sublime et offre un large panorama sur les 3 vallées qui s'étirent à ses pieds et sur les glaciers qui le surplombent.
Mais en cette fin d'après-midi, la brume commence à envahir les sommets et va envelopper les montagnes de son voile nuageux. Il est temps de redescendre au village. Le lendemain, les trains ne sont toujours pas opérationnels suite à la tempête du mois dernier. Les panneaux lumineux de la gare n'affichent que des annulations. C'est donc une nouvelle fois en autocar que nous allons poursuivre notre voyage. Si la route est pratiquement parallèle à la voie ferrée sérieusement endommagée, elle a fait l'objet de plusieurs remises en état provisoire au vu du ralentissement et autres feux alternés tout au long des ravins et des torrents sauvages. Le train, lui, n'a pas eu cette chance jusqu'à aujourd'hui. Nous atteindrons donc Lillehammer par la route avec un certain retard et dans une certaine pagaille. Sur la rive occidentale du lac Mjøsa, Lillehammer est situé dans une région très propice à toutes les formes de sports d'hiver. En effet, la ville a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1994 et ne semble pas en finir à entretenir la nostalgie de cet événement, avec son musée olympique et ses spectaculaires tremplins de saut à ski qui dominent la cité. Les petites rues piétonnières du centre-ville sont bordées de maisons en bois bien mignonnes et méritent une petite balade. Elles sont très animées toute la journée. Le musée à ciel ouvert de Maihaugen est le plus grand musée en plein air de Norvège. Mais il se trouve qu'il est fermé aujourd'hui. Pas de chance. On y aurait vu 200 édifices regroupés en 3 grandes sections, une section rurale, une section du début du XXe siècle et une section urbaine. Petite consolation quand même, l'accès du site est libre pendant la fermeture du musée, mais exclusivement sur la zone rurale où nous retrouvons les traditionnelles bâtisses de bois noir au toit recouvert de végétation. Mais les maisons restent fermées et il n'y a pas d'animation. C'est toujours mieux que rien et la visite constitue malgré tout une balade champêtre très agréable avec le soleil en prime.
Et en cette fin d'après-midi, c'est enfin un vrai train qui nous ramène vers Oslo, la capitale, distante de 185 km, un trajet confortable, bien agréable, longeant la plupart du temps des étendues d'eau sereines dans lesquelles miroite le soleil. Les magnifiques paysages verdoyants des jours précédents font place petit à petit à l'architecture urbaine des grandes villes. Le soleil éclabousse des immeubles de verre et de béton. Le train ralentit et entre dans la Central Station d'Oslo, capitale de la Norvège, qui sera la dernière étape de ce voyage. Dès la sortie de la gare centrale, métamorphosée elle aussi, on découvre le nouveau visage d'une ville jeune, dynamique et ultra contemporaine, mais où le coût de la vie est très élevé, un peu comme la température de ce soir, 24 degrés à 19h. Super, on peut se baigner dans l'eau du port. De toutes les capitales européennes en mutation, Oslo est sans doute l'une des plus attrayantes. Son hypercentre est largement piétonnier, sa population augmente et de grands projets urbanistiques ont redessiné sa large façade maritime. Après son expansion de la fin du XIIIe siècle, quand la royauté quitta Bergen, c'est à partir des années 1960 qu'Oslo connut de nouveau un essor rapide, passant du statut de grosse bourgade à celui de capitale grâce à la manne pétrolière de la mer du Nord. Le Norske Opera est un chef-d'œuvre de pureté, de sobriété et d'intelligence architecturale qui voue aux angles ce que celui de Sydney voue aux courbes. Il a des allures de grands navires furtifs blancs comme neige, aux lignes épurées, et plonge doucement dans la baie tel un iceberg. Il est couvert de marbre de Carrare et sa blancheur pénétrant dans les eaux noires du port est du plus bel effet. À l'arrière, le musée Munch est consacré à l'artiste peintre national Edvard Munch, le plus célèbre des peintres norvégiens, précurseur du mouvement expressionniste qui se développa par la suite en Allemagne et dans toute la Scandinavie. Enfin, la grande forteresse forme un écrin au vieux château, non loin des entrepôts réhabilités du quartier de Akerbrig, un des endroits branchés les plus animés de la ville. En fait, Oslo prend progressivement l'allure d'une cité dynamique dont on fait aisément le tour à pied ou en vélo, ce qui la rend d'autant plus sympathique. Depuis 2019, année où Oslo a été décrétée capitale verte européenne, les voitures particulières sont interdites à l'intérieur du périphérique, laissant la part belle aux transports en commun, aux bus, aux taxis, aux trams ou au métro, mais aussi aux vélos, trottinettes et autres, peut-être un peu trop d'ailleurs.
Le Vigeland-Parken est un étonnant parc dédié au sculpteur norvégien Gustav Vigeland qui a eu toute latitude pour aménager cet espace monumental afin qu'il puisse s'y exprimer librement. Le parc fut achevé en 1944, un an après la mort de l'artiste. Gustav Vigeland fut pendant 40 ans un artiste officiel appointé par la ville d'Oslo dont il recevait le gîte, le couvert et les matériaux de travail. Une force exceptionnelle semble habiter ces œuvres de pierre, images d'une humanité puissante. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, toujours nus, qui ont vraisemblablement d'étroits liens familiaux et sensuels avec l'artiste. Ils s'embrassent, se parlent, jouent, s'aiment ou se battent, et c'est une sensation forte que de pouvoir observer et détailler ces images de la vie quotidienne. Au-dessus, un obélisque de 14 mètres de haut, constitué d'un enchevêtrement de 121 corps nus, domine toutes ces scènes de la vie intime. Mais bien que plus visible et intéressant, il semble moins fort que la série de sculptures qui l'entourent et dont on ne se lasse pas d'observer ce jeu de la vie. L'imposant Slottet, le palais royal, date du XIXe siècle et la famille royale y réside encore régulièrement. Le drapeau norvégien y est alors hissé pour signaler sa présence. Inaugurée en 1849, c'est la plus importante des résidences royales de Norvège. Sur la presqu'île de Big Doy, lieu champêtre par excellence que l'on peut rejoindre en ferry depuis le centre-ville, plusieurs musées intéressants se sont installés. Le Norsk Folkemuseet est l'un des plus anciens musées en plein air du monde, un vrai conservatoire de la culture populaire norvégienne.
Le musée permet une incursion dans les rues du vieil Oslo, avec ses immeubles reconstitués, sa banque, ses boutiques, ses maisons, ses jardins et sa pompe à essence. Bien sûr, on peut y voir aussi les maisons rurales que nous avons déjà rencontrées à Molde ou à Lillehammer. À ne pas manquer, la Kirke de Gol, une des églises en bois debout parmi les plus belles du pays. Elle date du XIIIe siècle. À noter que l'édifice original se trouve ici, à Oslo, et sa reconstitution à Gol, au nord du pays. Il faut admirer sa remarquable armature de bois et les fresques peintes de son cœur. Toujours sur l'île de Bygdøy, et outre le musée du Kon-Tiki actuellement fermé pour travaux, deux grands musées sont consacrés aux explorateurs héros norvégiens qui se sont illustrés sur des navires polaires les plus connus au monde au XIXe siècle, le Fram et le Gjoa. Si le Gjoa fut le premier bateau à se frayer un chemin dans le passage du nord-ouest entre Atlantique et Pacifique au nord du Canada, le Fram a emmené un équipage qui, à travers vents et marées, s'est laissé prendre par les banquises du pôle Nord en 1893 avant de dériver pendant 3 ans. Par des passerelles, on accède au pont de ces deux bateaux. Des effets spéciaux vidéo remarquables simulent des conditions de navigation extrêmes à travers tempêtes, icebergs, banquises et aurores boréales. Et on peut descendre dans les cales et les cabines jusque dans la salle des machines.
Et voilà, c'est ici que se termine notre petit voyage dans le sud de la Norvège, un voyage bien trop court, car il y a tellement de beauté naturelle à voir dans ce pays scandinave, une authentique terre promise pour tous les amoureux de grands espaces naturels. Mais aussi un pays en pôle position de l'indice de développement humain de l'ONU, que procure à la Norvège une toute autre facette du monde marin, si écologiquement préservé jusque-là, l'or noir et ses colossales retombées économiques.